Voici la machine que les artilleurs russes ont appris à détester, mais qu'ils parviennent rarement à détruire. C'est un prédateur à roues, offert à l'Ukraine par la Pologne. Elle est dangereuse, conçue pour la vitesse et difficile à neutraliser, mais présente aussi des difficultés. Aujourd'hui, nous allons découvrir de quoi il s'agit, combien d'exemplaires ont déjà été remis aux Ukrainiens, et quelle sera la prochaine étape du partenariat entre Varsovie et Kiev. Le véhicule en question est le KTO Rosomak, et ce nom lui va effectivement bien. Rosomak signifie glouton en polonais. Et comme l'animal, ce véhicule est plus petit que les autres prédateurs dominants sur le champ de bataille, mais il est conçu pour être robuste, rapide et pratiquement inarrêtable. D'un point de vue plus technique, le Rosomak est un véhicule blindé de transport de troupes à 8 roues motrices, dérivé du Patria AMV finlandais. Mais la conception remonte en réalité plus loin que ce que la plupart des gens pensent. La Pologne a formulé ses exigences initiales pour un nouveau transporteur à roues au milieu des années 1990 et les a finalisées en 1999. Et en 2004, les premiers véhicules de pré-série sortirent de la chaîne, avec une coque rétrécie et des hélices agrandies par rapport au prototype finlandais d'origine. Les 2 premiers véhicules de production pour l'armée polonaise sont arrivés à Gdynia en mai de cette année-là, ont été équipés de leurs tourelles et ont reçu leur nom officiel lors d'une cérémonie en juin. Depuis lors, la Pologne a commandé bien plus d'1 millier de ces véhicules dans 16 configurations différentes. Des transporteurs de troupes standards au poste de commandement, sans oublier le mortier automoteur RAK que nous évoquerons bientôt. Il a combattu pour la première fois avec les troupes polonaises en Afghanistan, où un RPG a touché son blindage frontal sans le percer. Ce cas n'était pas isolé. Les Rosomaks polonais ont subi de nombreuses attaques en Afghanistan les années suivantes. Bien que le véhicule ne soit pas invulnérable, ce premier bilan au combat a convaincu l'armée polonaise que sa conception était assez solide pour continuer à y investir. Cette expérience du combat est importante, car tout ce que les troupes ukrainiennes vivent actuellement avec lui dans le Donbass et autour de Kharkiv s'appuie directement sur les leçons que les Polonais ont déjà payées de leur sang il y a une quinzaine d'années. Commençons par le chiffre qui donne son titre à cet épisode. Sur le papier, la vitesse maximale du Rosomak sur route est indiquée à 100 km/h, un chiffre qui apparaît de façon constante dans les sources polonaises et ukrainiennes. Ce chiffre à lui seul devrait déjà placer le véhicule dans une catégorie différente de la plupart des véhicules chenillés sur ce champ de bataille, car aucun engin à chenilles n'atteint une telle vitesse sur route pavée. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant venu directement de l'équipage qui opère l'un de ces véhicules, avec la 44e brigade mécanisée indépendante. Le tireur nous a dit qu'il pensait que le véhicule pouvait atteindre une vitesse plus proche de 120 km/h. Mais nous n'avons pas pu vérifier ce chiffre avec une fiche technique officielle. Nous le considérons donc comme une impression personnelle du soldat plutôt qu'un chiffre confirmé. Mais que ce soit 100 ou 120, nous parlons d'un véhicule de combat à roues qui peut distancer presque tout le reste sur ce front. Et c'est précisément cette vitesse qui fait que les artilleurs russes ont du mal à garder le véhicule en ligne de mire avant qu'il ne soit déjà parti. Côté poids, on parle d'environ 22 tonnes dans la configuration de base, ce qui monte à 25 ou 26 tonnes selon le blindage ajouté. Il est propulsé par un moteur diesel développant environ 480 à 490 chevaux, ce qui lui donne suffisamment de couple pour transporter ce poids sur des pentes raides et à travers des terrains difficiles, sans perdre la réactivité que les équipages ukrainiens ne cessent de louer. Un conducteur, ancien utilisateur d'un tracteur Holland T8 de nouvelle génération, nous a confié que la transition l'avait surpris. Il n'avait jamais servi ni utilisé de VCI, mais a trouvé la transmission automatique assez familière. Son principal défi résidait surtout dans la taille du véhicule et l'angle mort à droite. Cela peut sembler un détail mineur, mais cela en dit long sur la façon dont cette plateforme est conçue. Elle est assez tolérante pour permettre à des soldats sans expérience des blindés de devenir opérationnels en quelques semaines au lieu de plusieurs mois. L'autonomie est un autre point fort. Selon la source, on observe des chiffres allant de 700 à 800 km, avec un seul plein, ce qui donne aux unités ukrainiennes la capacité de se repositionner sur de longues portions du front, sans avoir à se soucier constamment de la logistique de ravitaillement en carburant. Combiné à une vitesse de route extrême, c'est un véhicule conçu pour aller vite, frapper fort et se repositionner avant qu'un tir de contre-batterie ou qu'un opérateur de drone ne puisse le localiser. Voyons maintenant comment le véhicule inflige des dégâts. La tourelle la plus couramment installée sur les Rosomaks ukrainiens est la Hitfist 30P, conçue en Italie.
Il s'agit d'une tourelle biplace équipée d'un canon automatique de 30 mm, que les équipages ukrainiens décrivent comme rapide, précise et intimidante. Un tireur a rapporté qu'elle tire 200 coups par minute, et que l'intérieur de la tourelle est étonnamment silencieux. Dehors, il a dit que c'est une toute autre histoire. Le canon peut tirer des munitions à explosion programmée, ce qui est particulièrement efficace contre l'infanterie à découvert, les véhicules légers, et même les hélicoptères volant à basse altitude. Il est soutenu par une mitrailleuse de 7,62 mm pour les menaces proches et rapides. Mais il y a un autre ajout intéressant qui n'apparaît pas dans la plupart des tableaux. La tourelle alimente les munitions par 2 voies séparées, plutôt que par une bande partagée. Cela signifie que l'équipage peut charger des obus explosifs d'un côté et des obus perforants de l'autre, et passer instantanément de l'un à l'autre en fonction de la cible qui se présente. Inutile d'attendre la fin d'une bande ou de tâtonner pour recharger en pleine action. Si une escouade russe se montre à découvert, ils la frappent avec des obus explosifs. Si un véhicule légèrement blindé apparaît quelques secondes plus tard, ils passent aux obus perforants. Ce genre de flexibilité, c'est exactement ce qui transforme une embuscade en un affrontement à sens unique. Il faut aussi noter que la tourelle Hitfist 30P n'est pas l'option la plus récente pour cette plateforme. La Pologne a déjà développé sa propre tourelle sans pilote appelée Z16W30 qui retire complètement l'équipage de la tourelle et le place entièrement à l'intérieur de la coque blindée. Cela améliorera considérablement la survivabilité et permettra d'entretenir le canon sans que personne n'ait à s'exposer au-dessus du véhicule. Cette tourelle associe le même canon de 30 mm à des missiles anti-chars guidés Spike LR, et elle est conçue de manière à ce que, si un drone ou un éclat déclenche l'un de ces missiles, l'explosion soit dirigée vers l'extérieur plutôt que vers le compartiment de l'équipage. La Pologne a déjà signé des contrats pour équiper des dizaines de Rosomak standards, et presque une centaine des nouvelles variantes Rosomak L avec cette tourelle. Bien que, pour autant que nous puissions le confirmer, ce matériel ne soit pas encore apparu en Ukraine, c'est un signal clair de la direction prise par cette famille de véhicules. Il ne serait pas étonnant que cette technologie de tourelle téléopérée arrive à l'Est. En termes de protection, le Rosomak n'essaie pas d'être un char, mais cela ne veut pas dire qu'il est complètement sans défense. Le blindage frontal est conçu pour arrêter des balles de mitrailleuses lourdes de 14,5 mm, et les flancs sont protégés contre les tirs de fusil de 7,62 mm. Certaines configurations ajoutent un blindage extérieur plus lourd qui améliore considérablement la protection contre des menaces comme les grenades propulsées par roquettes et les engins explosifs improvisés. Ces kits de mise à niveau ont d'abord été conçus pour les véhicules déployés par la Pologne en Afghanistan dans les années 2000. Le véhicule doit aussi résister à une explosion de 6 kg d'explosifs sous la coque, ce qui est crucial puisqu'une grande partie de cette guerre se mène désormais avec des mines et des explosifs improvisés enfouis dans la chaussée. C'est là que surgissent certains inconvénients. Le projet Oryx de suivi à partir de sources ouvertes a documenté plusieurs pertes confirmées de Rosomaks ukrainiens au cours de cette guerre, et le propre décompte de Wikipédia fait état d'au moins 6 détruits et un endommagé selon les chiffres récents. Même si ce n'est pas un véhicule miracle et que ses occupants ne le voient pas comme invulnérable. Ce qui ressort dans presque tous les témoignages que nous avons trouvés, aussi bien de la part des équipages que dans les rapports issus de sources ouvertes, c'est le nombre de ces véhicules qui survivent à des impacts. Cela aurait été fatal pour un véhicule moins protégé. Un équipage a raconté avoir été visé plusieurs fois par des drones lancés russes, parfois même en attente loin derrière la ligne de front. Les véhicules ont été endommagés, mais ont survécu, et les équipages sont restés indemnes. Les véhicules sont allés au dépôt de réparation avant de repartir en service. Cette capacité de survie, plus que toute caractéristique technique, explique sans doute pourquoi les unités ukrainiennes en demandent toujours plus. Mais s'il y a une faiblesse à prendre en compte, c'est la boue. Les équipages ont indiqué qu'ils fonctionnent mal dans la boue profonde, sauf si on réduit la pression des pneus avec le système central de gonflage pour améliorer la traction. Cependant, si les pneus sont endommagés et que le véhicule doit utiliser son insert de roulage à plat, il ne peut rouler qu'environ 20 km avant que des réparations ne deviennent nécessaires. Les commandants doivent donc bien réfléchir aux itinéraires et aux options de récupération, ce qui peut devenir une contrainte tactique majeure lors d'une guerre sur des champs ouverts et des plaines inondables. Il y a aussi la prétendue capacité amphibie, qui permet aux Rosomak de traverser des obstacles aquatiques à environ 10 km/h, grâce à des hélices montées à l'arrière et des déflecteurs d'étrave repliables. Cela semble impressionnant sur le papier, mais les équipages ukrainiens semblent en réalité déconseiller son utilisation en conditions de combat. À notre connaissance, les forces ukrainiennes n'ont pas utilisé cette capacité de nage pendant la guerre.
Selon les témoignages, le véhicule doit flotter jusqu'à une ligne de flottaison marquée, mais le risque réel de tomber dans une rivière sous le feu ennemi l'emporte sur l'avantage. Il y a aussi une courbe d'apprentissage qu'il est facile de négliger. Un membre de l'équipage a indiqué qu'apprendre à utiliser correctement les portes arrière, aligner les verrous et fermer dans le bon ordre avait exigé plusieurs jours de pratique intensive avant que ce soit un réflexe. Après le travail au sol, l'équipage a appris les systèmes de tourelles. Si les portes se bloquent ou sont endommagées, des trappes de secours sont sur le toit. Les 8 soldats transportés à l'arrière peuvent ressortir par ces trappes, ce qui constitue une redondance de sécurité bien pensée. Mais cela souligne que c'est toujours une machine complexe qui demande du temps pour être maîtrisée, même pour des soldats motivés à l'apprendre rapidement. Souvenez-vous de ce civil tout à l'heure qui disait que les commandes lui semblaient familières. Ce qui ne l'est pas, c'est l'énorme masse de la coque et les immenses angles morts que ces véhicules peuvent avoir. Parfois, seuls des passages répétés sur des parcours d'obstacles et des exercices de stationnement en créneau permettent de surmonter cela. Voici un aperçu de cette guerre menée par des personnes qui, il y a 2 ou 3 ans, conduisaient des tracteurs ou camions et qui pilotent aujourd'hui des blindés OTAN, devant devenir rapidement compétents. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Avant de parler de l'utilisation des véhicules, abonnez-vous à The Military Show pour recevoir toutes les mises à jour sur la géopolitique. Nous publions des vidéos quotidiennes qui couvrent les spécifications, les tactiques, les événements du jour et des analyses approfondies sur ce qui se passe exactement dans la guerre. Désormais, les équipages ukrainiens de Rosomak sont apparemment employés pour des frappes à distance et des embuscades rapides plutôt que les assauts aux frontaux. Ils reçoivent les coordonnées des cibles, se positionnent, ouvrent le feu avec leurs canons de 200 coups par minute sur des positions d'infanterie ou des bâtiments fortifiés, puis se retirent avant que l'artillerie ou les drones russes ne réagissent. Un équipage a raconté s'être approché à 400 mètres près de Vovchansk pour aider à dégager une tête de pont sur la rivière et permettre à l'infanterie ukrainienne de traverser. Et une autre opération où ils se sont approchés à environ 150 mètres d'un bâtiment de 2 étages abritant des troupes russes retranchées, démolissant la structure pour couvrir un repli ukrainien. Au-delà des combats directs, ces véhicules ont également été utilisés pour soutenir les ingénieurs de l'armée, mettant en place des points de franchissement de rivières la nuit en transportant du personnel et du matériel, et pour évacuer des soldats blessés sous le feu, ce qui montre la polyvalence de la plateforme une fois déployée. Reste à savoir combien de ces véhicules sont réellement en Ukraine pour ce rôle tactique. Le gouvernement polonais a annoncé en avril 2023 qu'il avait fourni 200 KTO Rosomak à l'Ukraine, et ce chiffre de 200 livrés revient régulièrement, ce qui suggère qu'il y en a au moins autant sur place. La 21e brigade mécanisée ukrainienne aurait été la première unité à commencer à recevoir ces véhicules à l'été 2023. Et la 44e brigade mécanisée indépendante, l'unité qui a été interviewée par un média, les utilise également désormais. Cela montre qu'une flotte existe au sein de plusieurs unités ukrainiennes. Quelle sera la prochaine étape de ce partenariat ? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, car la Pologne et l'Ukraine ne se contentent plus d'une simple relation donateur-bénéficiaire. Au lieu de cela, ils s'orientent vers la fabrication d'armes ensemble.
En février 2026, le premier ministre polonais Donald Tusk et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé une lettre d'intention à Kiev. Les deux pays produiront ensemble armes et munitions dans des installations en Pologne et Ukraine, en se concentrant d'abord sur les drones. Tusk a décrit cela comme l'aboutissement de plusieurs mois de travail pour lever les obstacles qui ralentissaient le transfert de technologies entre les deux pays. Et les deux parties l'ont présenté comme une initiative soutenue par des mesures concrètes, plutôt que par un simple langage symbolique. Et nous voyons déjà cela se traduire par des programmes spécifiques. Le obusier automoteur ukrainien Bodana, de 155 mm, l'une des véritables réussites nationales de l'artillerie du pays, doit être produit en Pologne, grâce à une coentreprise entre la société polonaise Pone Ładowice et l'usine ukrainienne de construction de machines-outils lourdes de Kramatorsk, le partenaire polonais détenant une participation majoritaire de 51%. Le projet consiste à installer ce système d'artillerie ukrainien sur des châssis adaptés aux exigences de la Pologne, permettant ainsi à Varsovie de remplacer ses vieux obusiers Dana, conçus en Tchécoslovaquie, tout en offrant à l'Ukraine son tout premier client étranger pour un système d'armes conçu localement. C'est un changement important, car cela signifie que l'ingénierie ukrainienne éprouvée au combat commence à intégrer l'arsenal d'un pays de l'OTAN, et pas seulement l'inverse. Cela s'inscrit dans un cadre plus large polono-ukrainien appelé Build with Ukraine, lancé vers le milieu de l'année 2025 qui est spécifiquement conçu autour de coentreprises. L'Ukraine apporte une expertise acquise sur le front, notamment dans les drones, les systèmes d'interception et la guerre électronique. Les partenaires européens comme la Pologne fournissent capital, espace industriel et certifications pour vendre sur les marchés de l'EUE. Selon ce modèle, les entreprises ukrainiennes obtiennent une place sur les marchés européens auxquels elles auraient autrement du mal à accéder, tandis que la Pologne bénéficie d'un accès à une ingénierie éprouvée au combat, développée au cours de 3 années de guerre à grande échelle, sans avoir à mener elle-même ces mêmes essais sur le champ de bataille. Les progrès concernant certains des accords intergouvernementaux spécifiques auraient été plus lents qu'espérés. Les ministres de la Défense polonais et ukrainiens n'ont signé leur déclaration sur le renforcement des relations qu'en septembre 2025, mais la trajectoire est claire et soutenue par de réels investissements financiers. La Pologne est le principal bénéficiaire du nouveau programme de prêt de défense SAFE de l'Union européenne. Et une part notable de ce financement est explicitement réservée au soutien de projets conjoints avec l'Ukraine, en plus des technologies de drones et de lutte anti-drone, de l'intelligence artificielle et des munitions de précision à longue portée. L'Ukraine, de son côté, compte également sur la participation continue de la Pologne au programme Pearl, qui permet d'acheminer les achats d'armes financés par l'Occident via l'OTAN vers l'Ukraine, et reste essentiel pour maintenir les stocks de la défense aérienne ukrainienne. Ce qui nous amène à la vision d'ensemble qui se cache derrière tout cela. La Pologne n'arme pas l'Ukraine uniquement parce qu'elle est un bon voisin. Et elle bâtit ce que ses dirigeants affirment vouloir être, la force militaire la plus grande et la mieux équipée d'Europe. Les dépenses de défense de la Pologne pour 2026 sont fixées à environ 4,8% du PIB, soit le ratio le plus élevé de tous les membres de l'OTAN, et de loin. Cela représente environ 55 milliards de dollars consacrés à la défense en une seule année. C'est déjà la part du PIB la plus élevée qu'un pays de l'OTAN consacre à son armée, devant les États baltes, devant les États-Unis, et bien devant l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni. Le Premier ministre Tusk a déclaré que la Pologne aura la plus grande armée, la plus forte croissance économique et les plus grands investissements de la région. Et en tant que ministre de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz a déclaré ouvertement que l'objectif est que la Pologne dispose de l'armée la mieux organisée et la mieux équipée du continent. Ces dépenses ne servent pas seulement à acheter du matériel stocké en entrepôt. La Pologne revoit aussi le nombre de personnes qui servent réellement. Le gouvernement a envoyé des centaines de milliers de convocations à la commission médicale aux hommes, en âge d'être conscrits, aux femmes et aux citoyens de plus de 50 ans, les inscrivant dans le système militaire même sans appel immédiat. Une enquête montre que les Polonais sont de plus en plus favorables à la conscription. En 2022, les sondages montraient que seulement 35,7% des personnes étaient favorables au rétablissement du service militaire obligatoire pour les hommes. Alors que le sondage de 2026 a indiqué qu'environ 52% des personnes interrogées étaient favorables au service militaire, dont 31% qui le soutenaient fortement. Dans le même temps, la Pologne investit dans son indépendance industrielle de manière bien plus large que le simple achat de matériel étranger. Le groupe polonais d'armement a récemment signé un accord pour construire une installation nationale capable de réviser les turbines à gaz qui alimentent les chars Abrams américains.
Ce qui signifie que la Pologne deviendra le seul pays en Europe capable d'entretenir ses moteurs sans avoir à les renvoyer aux États-Unis. La Pologne a également mis en orbite ses propres satellites de reconnaissance et fait avancer son projet de première centrale nucléaire, dont le début des travaux est prévu pour 2028. Sur le plan du financement, la Pologne vient de devenir le premier pays à signer effectivement son accord de prêt, dans le cadre du nouveau programme Safe Defense de l'Union européenne. Recevant près de 44 milliards d'euros, soit environ 45 milliards de dollars, il s'agit de loin de la plus grande allocation parmi tous les États membres, devant la Roumanie, la France et l'Italie. Environ 2/3 des équipements achetés avec cet argent doivent provenir de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de fournisseurs ukrainiens. Les responsables polonais ont précisé qu'une grande partie de cette somme ira à des programmes communs avec l'Ukraine. Outre les investissements dans les drones, systèmes anti-drones, IA et munitions de précision longue portée, atteindre cet objectif n'a pas été totalement sans heurts. Le président polonais a d'abord opposé son veto à une partie du financement pour des raisons de souveraineté, obligeant Varsovie à réorganiser la circulation des fonds. Ce qui rappelle que même dans un pays qui avance aussi agressivement sur la défense, la politique de financement reste véritablement contestée. Combinez cette flambée des dépenses intérieures avec le programme de prêt SAFE, les achats en cours de chasseurs F-35 de chars Abrams et de matériel fabriqué en Corée du Sud, des systèmes vers lesquels la Pologne s'est de plus en plus tournée pour des délais de livraison plus rapides que ceux que peuvent offrir les fournisseurs occidentaux, et une industrie nationale de l'armement en croissance qui coproduit désormais des armes avec l'Ukraine. Et ce que nous voyons se dessiner n'est pas seulement un soutien à Kiev, c'est l'émergence d'une puissance militaire vraiment sérieuse sur le flanc est de l'OTAN, dont le réarmement et le soutien à l'Ukraine sont devenus les deux faces d'un même projet. À ce stade, même si cela concerne l'Ukraine, il est vraiment important de souligner toute la trajectoire de la Pologne en ce moment, car la Pologne elle-même est l'une des cibles probables si Poutine décide de viser l'OTAN et l'Occident. Pour en savoir plus sur l'issue possible de cette guerre, regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour les actualités quotidiennes.